Vous voyez en plein écran ou bien là, non? Non, pas encore. Maintenant, oui. Oui, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le cours sur les antalgiques, la thérapeutique la plus largement utilisée dans la pratique courante de la médecine, qu'elle soit une médecine générale ou bien la médecine spécialisée. Euh, c'est vrai que c'est un cours de pharmaco, de thérapeutique, mais je voulais tout d'abord parler de la douleur, c'est-à-dire comment, c'est-à-dire raisonner devant un malade douloureux. Ensuite, on va essayer de voir les différentes classes thérapeutiques des antalgiques avec les différents paliers. Donc, le cours va être axé beaucoup plus sur la conduite et le raisonnement euh, prise en charge de la douleur. Donc, vous allez voir que par rapport aux précédents cours, euh, j'ai pratiquement changé complètement le, le plan de travail, puisque on parle de la clinique, donc on n'est plus dans uniquement la thérapeutique. Donc, vous allez voir que si on arrive à faire un bon examen clinique, à poser la bonne indication, le reste, c'est-à-dire ça va être, c'est-à-dire l'étape la plus facile et avec moins d'erreurs. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, comment définir la douleur? Donc, la prise en charge de la douleur, elle est complexe. Donc, il y a l'intervention de plusieurs disciplines dans cette conduite. Donc, la maîtrise des bases, surtout pharmacologiques, va permettre de choisir l'antalgique le plus approprié et de aussi, bien évidemment, c'est-à-dire minimiser les effets secondaires qui sont liés soit à la maladie qui existe déjà là, ou bien à une éventuelle interaction médicamenteuse. Donc, vous voyez ici le souci euh, qu'on doit faire face. Donc, on doit impérativement maîtriser ces bases pharmacologiques pour ne pas avoir recours à augmenter, par exemple, les doses si on est inefficace, alors qu'on n'est même pas sur le bon antalgique adéquat. Donc, le problème est surtout là. Donc, et cette définition, plutôt cette introduction, découle de la pratique courante, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est-à-dire dans notre pratique courante, on a beaucoup d'effets secondaires et on n'arrive même pas à gérer sa douleur pour ces raisons-là. Donc, la clinique reste un temps essentiel où doit apparaître la qualité de l'équipe qui prend en charge la douleur. Donc, l'antalgique se dit d'un médicament utilisé dans la lutte contre la douleur. Il existe plusieurs sortes d'antalgiques qui sont dispensés en fonction du type de douleur rencontrée. Donc, pourquoi on s'intéresse? C'est quoi l'intérêt de cette question? Pourquoi on s'acharne à chaque fois à donner, c'est-à-dire à essayer de transmettre le raisonnement de traiter la douleur, plutôt traiter le patient et non pas traiter une douleur? Puisqu'ici, la douleur, c'est vrai que c'est plus une conduite à tenir devant une douleur, mais plutôt c'est une conduite à tenir devant un malade douloureux. C'est toute la différence. Voilà. Donc, pourquoi? Donc, on doit soulager le patient. Pourquoi? C'est-à-dire, on a trois situations pour lesquelles on est obligé à soulager notre patient. Donc, la première situation, bien l'intérêt majeur, c'est afin de permettre de manœuvrer sur les examens complémentaires et les examens interventionnels, c'est-à-dire si je demande à explorer, par exemple, ou demander plutôt un bilan d'extension chez un malade cancéreux, euh, je dois impérativement soulager le malade afin qu'il puisse faire ses examens complémentaires. Voilà. Donc aussi, le deuxième intérêt, c'est améliorer et optimiser la qualité de vie du patient. C'est parmi les objectifs et l'intérêt aussi majeur de ce raisonnement-là. Et aussi bien minimiser les effets, l'incidence des effets indésirables. Puisque si on se trompe
sur la clinique de la douleur, certainement on va se tromper sur l'antalgique adéquat et on tombera sur la situation où le malade, il ne répond pas. On aura tendance à chaque fois augmenter les doses. Et qui dit augmenter les doses, donc le patient va être sujet d'effets secondaires qui sont dose dépendants. Donc, un petit rappel sur la physiologie ou bien la physiopathologie de la douleur. Donc, il y a certains facteurs environnementaux qui viennent juste après déclencher ce stimulus douloureux. Donc, on a soit le vécu antérieur, donc c'est un patient qui a déjà connu une douleur, c'est-à-dire une expérience douloureuse, qui va être perçue et modifiée au fil du temps, plus le patient est a vécu d'épisodes douloureux, plus l'épisode, c'est-à-dire prochain, deviendra plus agressif et plus intense. Donc, voilà, donc c'est cette peur dans le subconscient du patient que il va avoir mal dans peu de temps qui fera amplifier et augmenter cette intensité de la douleur. Donc, il y a les facteurs psychiques aussi qui viennent, donc c'est des personnalités, ce qu'on appelle des personnalités sous-jacentes qui vont développer un certain type de douleur. Il y a aussi le facteur stress. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui vont influencer et être en faveur des messages excitateurs. Donc, ici, en bas, on a la douleur, on va prendre la douleur, l'exemple de la douleur nociceptive ou bien neurogène. Donc, suite à l'excitation des différentes nociceptives, les neurones, ce qu'on appelle les terminaisons nerveuses nociceptives, qui va être traduit traduit aux neurones sensitifs via les nociceptives. Donc, ce stimulus va se transmettre à ce qu'on appelle, ce que vous voyez, c'est l'influx nerveux. Donc, c'est cette information nerveuse qui va être véhiculée jusqu'au cortex via la corne postérieure de la moelle. Ensuite, il y a intervention des interneurones qui vont aussi, c'est-à-dire réguler et faire la différence entre une douleur nociceptive ou bien une douleur neurogène. Donc, par la suite cet interneurone va encore aussi transmettre ce message nerveux via les neurones, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle les neurones postsynaptiques médulaires, jusqu'au thalamus, ensuite jusqu'au cortex qui va percevoir ce message et dire que c'est une douleur neuropathique ou bien une douleur nociceptive ou bien tout à fait on ignore en général une douleur psychogénique. Donc, il va donner, c'est-à-dire c'est comme si c'est comment il va réagir à ce stimulus-là et il va réguler cette réaction. Donc, soit par exemple, si vous piquez, par exemple, un patient ou bien c'est juste le retrait de la main, par exemple. Je citerai comme juste exemple, ça va vous comprenez. C'est-à-dire le retrait de la main, par exemple, est, est une régulation d'un message nerveux qui a été transmis au cortex. Voilà. Donc, voici la physiopathologie, comment la douleur se constitue et comment elle est perçue par le, le cortex. Donc, maintenant, on va passer à la slide que je juge la slide la plus importante dans notre conduite et notre raisonnement. C'est la clinique de la douleur. Comment examiner un malade douloureux? Comment typer ce qu'on appelle typer une douleur? Est-ce qu'on est devant une douleur nociceptive ou bien une douleur neuropathique ou bien une douleur psychogénique? Tant pour la douleur nociceptive, elle se subdivise soit en douleur nociceptive viscérale ou bien somatique. La somatique, en général, elle s'intéresse et elle touche tout ce qui est peau, muscles, os et articulations. Tandis que la douleur nociceptive viscérale, comme son nom l'indique, elle atteint ou elle intéresse plutôt soit les organes creux ou bien les organes pleins. Donc, pour la douleur nociceptive somatique qui intéresse la peau et la muscle, comment elle s'exprime sur le plan
clinique. Donc, on a une douleur qui est assez bien localisée parce qu'on est devant un os ou bien une articulation qui est modifiée par la prise en charge, c'est-à-dire par exemple le mouvement, la marche, la mobilisation et aussi la mobilisation. Donc, c'est une douleur à l'interrogatoire, c'est-à-dire qu'on sera déjà ici orienté vers le type de douleur. Donc, vous demandez au patient comment vous sentez, est-ce que la douleur s'accentue lors des mouvements quand vous passez un palier, c'est-à-dire un étage vers un étage supérieur. Tout ça va nous orienter et nous guider vers une douleur somatique nociceptive. Pour les douleurs viscérales, qu'elles soient creux, donc elles se manifestent sous forme de douleur crampiforme. Le malade, le patient rapporte la notion de crampe. Donc, on est guidé vers un viscère creux qui va nous orienter vers une douleur viscérale qui est une douleur nociceptive. Ou bien, si la douleur elle est sourde, elle est vague, elle est très mal localisée, on est guidé vers une atteinte plutôt d'un viscère plein qui est une douleur viscérale nociceptive qui va être, c'est-à-dire bien typée pour avoir le bon antalgique. Voilà. Donc, on a terminé avec la douleur nociceptive. En général, c'est la douleur la plus répandue. Donc, c'est la douleur nociceptive. Tant pour la douleur neuropathique, elle est responsable ou bien consécutive, pardon, soit à une atteinte périphérique ou centrale du système nerveux central. Et cliniquement, comment elle se manifeste par des brûlures, des décharges électriques, des picotements, des fourmillements. Tout ça, ça nous fait évoquer une douleur neuropathique. Donc, cette douleur, elle est soit constante ou bien elle évolue en crise. Tandis pour la couleur, plutôt la douleur psychogénique, elle vient se greffer sur des pathologies pardon, bien, ce qu'on appelle une pathologie préexistante. Voilà. Donc, c'est un profil psychiatrique qui est là, qui est sous-jacent, qui sera responsable de cette douleur psychogénique qu'on ne doit pas la nier. Voilà. Comment classer la douleur? Plutôt les antalgiques de la douleur. Donc, c'est la classification la plus ancienne et qui a été utilisée pendant plusieurs années. Donc, en trois paliers, ce qu'on appelle les paliers de l'OMS, le palier 1, 2 et 3. Cette classification, c'est-à-dire, a été dépassée et abandonnée pour les raisons qu'on va voir par la suite. Donc, l'échelle, mais c'est toujours bien de les savoir, les trois paliers de l'OMS. Donc, palier au niveau, donc c'est en fonction de la puissance de l'antalgique, initialement proposé pour traiter des douleurs chroniques. Je citerai l'exemple du cancer, par exemple, ça fait des douleurs chroniques qu'on connaît. Donc, on a le palier 1, qui regroupe les antalgiques non morphiniques, à savoir le paracétamol, l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, il est réservé pour la douleur faible à modérée. Le palier 2, ce qu'on appelle les antalgiques opioïdes faibles. On a l'exemple de la codéine, le tramadol, le dihydrocodéine et surtout les associations paracétamol-codéine et paracétamol-tramadol et le paracétamol avec l'opium et la caféine. Donc, il est réservé pour ce palier-là, pour les douleurs modérées à intenses, tandis que le palier 3, ce qu'on appelle les opioïdes forts, on a l'exemple de la morphine, le chef de file, le fentanyl, et l'hydromorphine aussi, et l'oxycodone et la méthadone. Donc, ce palier-là, c'est-à-dire, il est réservé logiquement à des douleurs intenses à très intenses. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, il y a des associations, ce qu'on appelle une co-analgésie, dans ce sens, c'est-à-dire sur les trois paliers. Donc, comme vous voyez, on a le droit d'associer un palier 1 avec un palier 3, un palier 1 avec un palier 2, mais jamais et jamais, jamais ce que vous voyez ici en rouge, jamais un palier 2 avec un palier 3. Pourquoi? Pour la simple raison que les paliers 2 et les paliers 3 ont les mêmes récepteurs centraux, ce qu'on appelle les récepteurs mu.
Donc, ils agissent en général sur les mêmes récepteurs avec une intensité et une spécificité et une efficacité qui est différente. Donc, qui dit interaction, plutôt une fixation sur les mêmes récepteurs, on tombera sur une situation de compétition entre le même récepteur. Donc, le palier 2 et palier 3 rentrent en compétition avec le même récepteur et on aura comme conséquence, c'est-à-dire une annulation de l'effet. C'est-à-dire il y a l'effet du palier 3 qui va annuler l'effet du palier 2. Donc, il y a une compétition des antagonistes qui vont, euh, qui vont être activés et qui vont annuler les effets de soit le palier 2, soit le palier 1, puisqu'il agit sur mêmes, les mêmes récepteurs. Ou bien, soit il agit sur les mêmes récepteurs, donc on a une compétition entre les deux paliers, ou bien il agit sur un autre récepteur, mais ce récepteur-là, comme on a expliqué la dernière fois, la notion la notion d'antagonisme sur un autre récepteur qui donnera l'effet inverse du récepteur initial. Voilà. Donc, soit sur le même récepteur, il y a annulation de l'effet, soit sur deux récepteurs qui ont les effets inverses. Comment évaluer cette douleur? On a cette échelle qui est la plus utilisée, c'est-à-dire l'EVA, ce qu'on appelle l'EVA, l'échelle visuelle analogique, sous forme d'une réglette où il y a un curseur qui sera mobile. Euh, donc, vous voyez ici à gauche, donc c'est la face du patient. Et on va juste demander au patient de mobiliser le curseur afin c'est-à-dire afin d'exprimer l'intensité de cette douleur. Donc, vous voyez ici, donc, si on est sur la base, donc, c'est une douleur qui est très, 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 très mal. Et plus on descend, plus la douleur diminue d'intensité. Donc, la deuxième facette, c'est ce que vous voyez ici à droite. Donc, c'est-à-dire, elle est cotée de 0 à 10. Et donc, et en fonction de ce que le patient c'est-à-dire à mobiliser ce curseur-là, on saura quelle est l'intensité de cette douleur. Donc, vous voyez de 0 à 10, plus le curseur tend vers le 10, plus la douleur elle est importante. Donc, c'est l'extrémité basse ici, vous voyez pas de douleur, c'est l'extrémité haute ici, pardon, donc une douleur qui est très forte. Donc, la douleur, selon l'échelle visuelle analogique, elle est subdivisée en trois. Si le VA est inférieur à 3, et c'est ce que vous voyez ici, donc c'est une douleur qui est faible. Si elle se situe entre 3 et 7, donc ici entre le 7 et le 3, c'est une douleur qui est modérée. Si elle est supérieure à 7, donc c'est une douleur qui est intense et très forte. Pourquoi cette nouvelle classification? On a parlé de la classification des trois paliers de l'OMS. Donc, on verra par la suite pourquoi la classification de l'OMS a été abandonnée. Et on va essayer de voir cette nouvelle classification qui va subdiviser les antalgiques en antinociceptifs, en anti-hypergésiques ou bien des modulateurs des contrôles descendants inhibiteurs ou bien des modulateurs de la transmission et de la sensibilité périphérique. On va essayer de voir, c'est-à-dire les exemples et pourquoi on a opté pour cette nouvelle classification. Pour les antinociceptifs, comme son nom l'indique, donc ils sont utilisés pour traiter les douleurs nociceptives. On a les non-opioïdes, vous voyez ici, donc on parle plus c'est-à-dire c'est en fonction de l'intensité, comme dans la classification de l'OMS par exemple, il n'y a pas le paracétamol, il ne se trouve pas dans le même palier avec la morphine par exemple ou bien l'oxycodone. Par contre, cette classification elle subdivise les antalgiques en fonction de type de douleur. Voilà. Donc, si on traite une douleur sensitive, on a le droit d'utiliser ce qu'on appelle soit les non-opioïdes ou bien les opioïdes. Donc, vous voyez, on n'a pas à respecter ce palier-là. Donc, si le patient est douloureux, on a le droit, par exemple, d'emblée
de commencer avec la morphine et ne pas, c'est-à-dire respecter les trois paliers, c'est-à-dire commencer avec du paracétamol, puis les non-opioïdes faibles, puis passer à la morphine, par exemple. Donc, les antihypergésiques, donc pour les douleurs neuropathiques centrales, on a la kétamine, l'antagoniste, le MNDA, les antiépileptiques, la gabapentine, la prégabaline, la motrigine et l'acupan, ce qu'on appelle l'acupan, le néfopam. Pour les modulateurs du contrôle descendant inhibiteur, toujours pour les douleurs neuropathiques, on a les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Comme pour les modulateurs de la transmission et de la sensibilisation périphérique, donc ça intéresse surtout, vous voyez ici, les douleurs neuropathiques périphériques quand il y a l'atteinte du système nerveux périphérique. Donc, on a ce qu'on appelle les anesthésiques locaux, pardon, et la carbamazépine et l'oxarbazépine et la capsaïcine. Pour les douleurs mixtes, c'est-à-dire associées à une douleur nociceptive et une douleur neuropathique, on a le fameux tramadol qui est utilisé et qui a la même et qui agit sur les deux types de douleurs, à savoir nociceptive et neuropathique. Pourquoi cette nouvelle classification? Donc, afin d'optimiser la prise en charge thérapeutique de la douleur. Donc, cette première classification de l'OMS qui met en parallèle l'intensité douloureuse et l'efficacité. Donc, par exemple, chez les malades cancéreux, donc, on utilise d'emblée le palier 3 et on n'a pas à respecter plutôt le palier 1, palier 2, puisque c'est des douleurs qui sont d'emblée intenses et très douloureuses. Le palier 1, 2, 3 de l'OMS, il répond plus aux attentes des cliniciens. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle cette notion de douleur variée, l'association de douleur nociceptive et douleur neuropathique, et aussi le mécanisme et l'expression clinique qui est variable d'un patient à un autre. Donc, on n'a pas à chaque fois à s'amuser à prescrire le palier 1, palier 2, palier 3, puisqu'il y a l'expression, il y a cette variabilité dans la clinique de la douleur. Et bien évidemment, une seule stratégie thérapeutique, elle est toujours insuffisante pour traiter un symptôme qui est multifactoriel. Donc, c'est ce que vous allez garder en tête. C'est une seule stratégie, on n'a pas à traiter un symptôme qui est la douleur ici, qui est multifactoriel et qui est multivarié, c'est-à-dire il exprime différemment selon le patient, selon la maladie, selon le stade de la maladie. Donc, vous voyez ici que c'est une classification qu'on doit l'abandonner pour ces raisons. Donc, aussi, il y a l'apparition de nouveaux concepts qui font qu'on doit abandonner cette classification. Donc, les stratégies 3 plus 2 et puis dans les cancers, dans les douleurs aiguës, par exemple. Le concept de douleur neuropathique qui n'est pas pris en charge euh, c'est-à-dire la classification ne tient pas compte du type de douleur neuropathique et aussi les nouveaux médicaments non intégrés dans les paliers 1, 2, 3 de l'OMS. Parce que à chaque fois, il y a de nouveaux traitements antalgiques qui sont apparus sur le marché pardon, et qui ne trouvent pas une classification, c'est-à-dire dans l'OMS, c'est-à-dire on n'arrive pas à les classer en palier 1, palier 2, palier 3. Donc, d'où l'intérêt c'est-à-dire de revoir cette classification et adopter la classification que je viens de la cité. Donc, c'est l'abandon conseillé de la terminologie. Donc, on parle plus de palier de l'OMS. Utiliser cette nouvelle classification qui fera référence au mécanisme sous-jacent de la douleur. Donc, vous voyez, donc, ici, je reviens sur cette classification. Donc, toujours sur le mécanisme de survenue. Donc, soit une douleur nociceptive, soit une douleur centrale, neuropathique centrale, ou bien une douleur neuropathique périphérique. Donc, vous voyez ici que c'est en fonction de ce mécanisme sous-jacent de la douleur qu'on va adopter cette nouvelle classification. Donc, l'intérêt est d'intégrer tous les médicaments, y compris ceux initialement pour d'autres indications, par exemple, et éviter aussi une corrélation entre intensité de la douleur et la classe antalgique, voilà, qui est le principe de la classification de l'OMS, les paliers 3. Et aussi, il classe les médicaments en fonction de leur mécanisme d'action, comme je viens d'expliquer,
et elle est évolutive, qui permettra d'intégrer les nouveaux médicaments, c'est-à-dire dans le futur. Maintenant, on va passer, c'est-à-dire au vif du sujet, on va parler des antalgiques non opioïdes, opioïdes et les différentes classifications des antalgiques. Pour les non opioïdes, le chef de file, c'est le paracétamol, qui est classé comme antalgique antipyrétique. Donc, il a comme effet secondaire majeur, c'est l'atteinte hépatique, à savoir la cytolyse. La posologie usuelle, elle est utilisée, c'est-à-dire à une posologie de 1 gramme chaque 4 heures, donc jusqu'à 4 grammes par jour, pardon, ou bien jusqu'à 3 grammes si la posologie elle est inférieure à 50 kilogrammes, ou bien les sujets âgés, ou bien les insuffisants rénales et les insuffisants hépatiques, on doit, c'est-à-dire réduire la dose. Donc, c'est quoi l'antidote du paracétamol? C'est un antidote qui est connu et largement utilisé. C'est le N-acétylcystine en cas de surdosage en paracétamol. On doit agir c'est-à-dire en injectant de l'acétylcystine, c'est-à-dire le plus tôt possible. Donc, pour les antalgiques non opioïdes, on a l'acide acétylsalicylique, c'est ce que vous connaissez sous le nom l'aspirine. Donc, c'est un aussi antalgique antipyrétique et aussi doté d'une activité anti-inflammatoire. Il est utilisé à la posologie de 500 mg chaque 4 heures. Comme effet secondaire, il peut occasionner des troubles digestifs, des saignements, puisqu'il y a cette activité anti-inflammatoire, et aussi insuffisance rénale. Donc, et aussi, il est connu pour les réactions allergiques d'hypersensibilité. Donc, il faut toujours tenir compte par rapport aux associations avec avec les anticoagulants parce que ça va potentialiser ce qu'on appelle le risque hémorragique. Les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est des anti-inflammatoires, antalgiques aussi et antipyrétiques. Comme effet secondaire, c'est les troubles digestifs, le syndrome hémorragique, l'insuffisance rénale fonctionnelle. Voilà, donc il y a quelques précautions à prendre chez les patients âgés ou bien les nouveau-nés, voilà, donc c'est les âges extrêmes, ou bien antécédents d'ulcères. Donc il faut se méfier de la prescription abusive des anti-inflammatoires chez un patient qui a déjà un ulcère. Les contre-indications, ils sont contre-indiqués en cas de grossesse. Les interactions médicamenteuses, surtout si il y a une potentialisation de risque hémorragique, par exemple, ou bien malade qui prend des traitements, euh, c'est-à-dire qui donne des troubles digestifs. Donc, il faut faire très attention par rapport à ces interactions. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens euh, ont plusieurs voies d'administration possibles, à savoir injectable oral ou bien local. Les opioïdes faibles, donc le deuxième palier, donc c'est les douleurs, c'est-à-dire ils sont utilisés et réservés pour les douleurs d'intensité modérée à intense. On les associe avec les antalgiques périphériques, avec les antalgiques périphériques centrales, pardon, faibles. Donc, on a cette association du paracétamol codéine. Donc, le paracétamol est dosé à 500 plus la codéine à 30. On l'utilise à 1 à 2 comprimés par prise sans dépasser les 6 à 8 comprimés par jour. Donc, on l'utilise chaque 6 heures. Ou bien 60 mg de codéine, sans qu'il soit associé à la paracétamol, donc qui est l'équivalent, donc le 60 mg de codéine, l'équivalent de 10 mg de morphine, puisque la codéine, une fois elle est métabolisée par le foie, donc son principe actif, ou bien le métabolite plutôt, le métabolite actif de la codéine est de la morphine. Donc c'est 60 mg, c'est l'équivalent de 10 mg de morphine. Donc, il faut faire très attention à la dose du paracétamol si il est associé avec la codéine. Le deuxième opioïde faible, c'est le paracétamol, qu'il soit utilisé seul ou en association. La voie utilisée par voie orale ou voie injectable à raison de 400 mg par 24 heures comme dose maximale. Et là, comme effet secondaire, les troubles digestifs, à savoir la constipation, qui a un effet majeur, effet de classe, l'hypoglycémie aussi. Donc, le paracétamol est donné euh, l'équivalence ou bien l'EQI-analgésie, ce qu'on appelle l'EQI-analgésie, de 50 mg et l'équivalent de 10 mg de morphine. Donc, on les débute, on commence le traitement à base de tramadol par des doses très faibles, de 50 à 100 mg
2 fois par jour, ou bien les formes à libération prolongée toutes les 2 heures, ou bien les formes LI, c'est-à-dire libération immédiate, chaque 6 heures. Donc, les associations antalgiques périphériques plus antalgiques centrales faibles, comme la codéine, donc le paracétamol, le tramadol, il peut être associé soit au paracétamol, l'opium ou la caféine, à raison de 3 à 5 gélules par jour, en 1 à 2 prises sans dépasser les 10 par jour, c'est-à-dire en moins chaque 4 heures. Et comme effet secondaire, c'est l'excitation, les insomnies et la constipation comme effet majeur. Pour les opioïdes forts, on a la référence internationale, la morphine, on a le fentanyl, la méthadone, l'oxycodone et l'hydromorphe. Donc, toujours pour les opioïdes forts, il faut toujours privilégier la voie orale. La morphine, donc son effet est dû à son action d'activation dite agoniste sur les récepteurs opioïdes qui sont les récepteurs mu, delta et kappa et qui se situent au niveau de la moelle épinière et au niveau supramédulaire. Donc, vous voyez ici le site d'action de la morphine. Donc, principalement, c'est les récepteurs mu, accessoirement delta et kappa, et qui se trouvent sur la moelle épinière et au niveau aussi supramédulaire, c'est-à-dire plus haut, c'est-à-dire le cortex cérébral. Donc, toujours, donc on a des formes à libération prolongée en retard, on les donne chaque 2 heures, ou associées, c'est-à-dire impérativement avec une forme à libération immédiate, on verra par la suite. C'est quoi, comment, pourquoi? Donc, les différentes voies, on a la voie transdermique, c'est les patchs, bien la voie transmuqueuse, ou bien la voie rectale, ou bien aussi la voie injectable afin de gérer les urgences, ou bien si on est devant une dysphagie, le malade n'arrive pas à avaler, ou bien le malade qui vomit, ou bien un coma, ou bien c'est de contrôler, ou bien le contrôle de cette douleur, ce qu'on appelle la titration à la morphine. Donc, on utilise cette voie injectable afin c'est-à-dire de connaître quelle est la dose qui sera responsable de l'analgésie du patient. Donc, c'est-à-dire on hospitalise, on garde les patients, c'est-à-dire en observation, et on injecte par voie cutanée ou bien à la seringue électrique, chaque 2 3 minutes, 10 milligrammes de morphine, et à chaque fois, on fait notre évaluation. Une fois on arrive à l'analgésie, c'est-à-dire le malade est soulagé, on va, c'est-à-dire cumuler toutes les prises qui ont été déjà données aux patients. Si par exemple, je donne chaque 5 minutes 10 milligrammes pendant 20 minutes, donc 20 minutes, ça nous fait 4, donc 4 fois 10 milligrammes. Donc la dose adéquate journalière pour ce patient avant qu'il soit soulagé, c'est 40 milligrammes par jour. Quels sont les effets secondaires? La constipation, c'est un effet de classe comme on l'a vu avec les opioïdes faibles, mais cette fois-ci, la constipation, elle se manifeste, c'est-à-dire d'une manière très importante, donc qui nécessitera un traitement laxatif systématique et une surveillance des selles, puisque si on prescrit, si le malade est sous morphinique et on n'arrive pas à réguler son transit, c'est-à-dire on ne traite pas sa douleur, c'est sa constipation. Cette constipation, qu'est-ce que ça va se passer? Ce qu'on appelle, elle va entretenir cette douleur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'erreur à ne pas faire, c'est essayer de ne pas augmenter les doses de la morphine puisqu'on est inefficace. Par contre, plutôt, on va essayer de traiter la constipation. Donc, une fois la constipation disparaît, on revient sur les doses initiales et le malade, pardon, sera soulagé. Donc, comme effet secondaire aussi, le deuxième, c'est-à-dire fréquent, c'est les nausées et vomissements, ils sont très fréquents. La somnolence qui, avec le temps, va disparaître. Une rétention aiguë des urines, les sueurs et l'exérostomie. Donc, on a une bouche, pardon, qui est sèche. Les interactions, il faut faire très attention si on utilise d'autres médicaments qui vont majorer les effets sédatifs des opioïdes forts. Un petit mot sur la titration de la morphine orale. Donc, on va commencer par des doses initiales jusqu'à avoir le soulagement du patient. Donc, les titrations ultérieures, c'est soulagement efficace, mais trop d'effets secondaires. Donc, on doit adapter la posologie. Quels sont les mots-clés pour la titration? Donc, ne pas s'attarder sur une posologie qui est inefficace, dès qu'il faut augmenter les doses.